Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, je suis l'auteur et le narrateur de La Petite Histoire. Et pour cet été, avec mon acolyte de toujours, Sébastien Girard, lui aussi auteur et réalisateur de La Petite Histoire, on vous a proposé de faire la saga de l'été. C'est vous qui avez choisi tous les épisodes que nous écoutons dans cette saga de l'été depuis déjà 6 épisodes. On en est au 6e de la saga. Et vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander des petites histoires d'exploratrices et d'explorateurs, de grandes aventurières et aventuriers, et puis des petites histoires en lien avec le crime. Aujourd'hui, c'est le crime qui gagne. Je vais vous raconter la véritable histoire de l'auberge de Peyre Bay. Vous savez, cette auberge qui a inspiré le célèbre film qui était sorti en 1951 avec Fernandel et qui avait eu droit à son remake en 2007. Il s'agit de l'Auberge Rouge. Eh bien, à l'origine de ces films, c'est donc une véritable affaire criminelle qui date de 1831, une affaire qui met en scène un couple d'aubergistes, Pierre Martin et Marie Bresse, ainsi que leur domestique Jean Rochette, alias Fétiche. Tous trois ont été accusés de tuer leurs clients de l'auberge et tous trois ont fini la tête tranchée par la guillotine. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir l'histoire glaçante d'un couple d'aubergistes ardéchois qui auraient pris, selon les dires de certains, un malin plaisir à tuer leurs clients qui venaient passer la nuit dans leur auberge, dans la petite bourgade de Larnas, située en Ardèche, un petit village perché à 1260 mètres d'altitude. Nous sommes donc en France, au milieu du 19e siècle, dans la campagne ardéchoise, avec un couple de fermiers qui viennent de se marier. Et leur rêve, c'est tout simplement d'ouvrir une auberge. L'histoire commence bien donc. Ils sont heureux, ils ne sont pas bien riches, mais ils vont tout de même devenir propriétaires d'une auberge. Et donc avec eux, ils vont prendre un employé, Jean Rochette, celui qu'on surnomme dans toute la région Fétiche. Ça, c'est son surnom officiel. L'histoire semble bien démarrer, sauf que le rêve va vite se transformer, vous allez le voir, en cauchemar. Enfin, surtout pour celles et ceux qui vont s'arrêter à l'auberge. On dit que 53 personnes se seraient arrêtées dans cette auberge et y auraient perdu la vie. Oui, ça c'est ce qu'on raconte, mais l'histoire est peut-être tout autre. En tout cas, c'est une auberge à laquelle on a fini par donner pas mal de surnoms, dont celui d'Auberge Rouge, mais aussi de Coupe-Gorge. Arrêtons-nous pour commencer sur cette date très importante pour cette histoire du 26 octobre 1831. Ce jour-là, le cadavre d'un homme est découvert sur les berges de l'Allier. Nous sommes à 10 km à peine de la fameuse auberge. Quand les forces de l'ordre découvrent le corps, elles tombent sur un homme qui a le crâne fracassé. L'homme a également un genou complètement broyé. Pas beau à voir du tout ça. Alors la police pense tout de suite à un meurtre pour vol. Bah oui, à l'époque, il y avait souvent des meurtres dans les campagnes pour des vols. Ça aurait pu être ça, mais curieusement, le porte-monnaie du Maccabée est toujours là. Et il y a son argent en plus à l'intérieur. Alors qui est cet homme à qui appartient ce corps laissé sans vie et qui gîte en pleine nature ? Les policiers mènent l'enquête et ils se rendent compte que la victime est un certain Jean-Antoine Enjolras, un éleveur du coin. Il semble que le pauvre homme était au moment des faits à la recherche de sa jeune vache, la génisse, qui avait disparu depuis quelques jours, et l'homme était donc, selon son entourage, très inquiet de la disparition de sa bête. Bon, toujours est-il qu'à la suite de la découverte du corps de Jean-Antoine, les gendarmes se dirigent vers l'auberge de Peyre Bay. Et ils y vont parce qu'en effet, le corps de Jean-Antoine est disposé comme s'il venait de cette direction. Et certains commencent à dire que les époux Martin auraient logé le paysan dans leur auberge de Peyre Bay juste avant la disparition de ce fameux Jean-Antoine. En fait, le jour où Jean-Antoine cherchait sa vache, ce jour-là, après des heures de marche, Jean-Antoine, fatigué, exténué, se serait arrêté dans cette auberge, histoire de s'y reposer un petit peu. Ça, c'est donc une version. Sauf que le couple Martin nie absolument cette version de l'histoire quand la police vient demander s'ils ont eu comme client un certain Jean-Antoine. Non, pas du tout. On ne l'a jamais vu. Ça, c'est ce que les Martins disent aux policiers. Alors, pas de bol pour eux parce qu'ils ont un voisin, les Martins, un certain Claude Pagès, qui, lui, fait une déclaration totalement opposée.
Quelques jours après que les policiers aient rencontré les Martins, ils vont donc à la rencontre de ce voisin qui dit avoir vu quelque chose d'étrange. Claude le voisin accuse carrément les Martins ou l'employé des Martins d'avoir transporté le cadavre sur une charrette jusque dans la rivière. Il dit qu'il a vu ça de ses yeux. Alors les policiers, convaincus par, en tout cas la pertinence des propos de ce témoin, décident d'ouvrir une enquête pour meurtre. Et c'est à partir de ce moment-là que la France tout entière va vivre au rythme de cette enquête. On va suivre pas à pas l'évolution de l'investigation. L'enquête intéresse même jusqu'au sommet de l'État. Je vous le dis, tout le monde ne parle que de ça. Et vous le savez sans doute, mais quand il y a une affaire juteuse, eh bien souvent, il y a de nombreux témoins qui apparaissent. Des témoins qui ne sont pas toujours bien intentionnés et surtout des témoins qui ne sont pas toujours de véritables témoins. Et beaucoup n'ont qu'un mot à la bouche. Les Martins seraient, selon certains de ces témoins, des criminels. Le 18 juin 1833, le procès est officiellement ouvert. Nous sommes à Privas, devant la cour d'assises de l'Ardèche. Il s'est donc passé quasi 2 ans entre la découverte du corps sans vie de Jean-Antoine et le procès qui vient de s'ouvrir, avec à la barre plus de 100 témoins. Des témoins qui vont défiler pour dire ce qu'ils ont vu, ou plutôt ce dont ils ont entendu parler. Et là, croyez-moi, à la barre, on va entendre de tout. C'est parti pour un flot de rumeurs atroces sur les Martins et sur leurs employés. Les cupides Martins détrousseraient très régulièrement leurs clients et feraient même disparaître des corps. Alors pas seulement celui du pauvre Jean-Antoine, dit-on, non. Selon un grand nombre de témoins qui défilent donc à la barre, les Martins seraient à l'origine de pas moins de 53 disparitions. Et en plus de ces disparitions, les Martins seraient aussi à l'origine de plusieurs tentatives d'assassinat ainsi que de vol. Certains paysans racontent même qu'ils auraient vu des mains humaines mijotées dans la marmite de la cuisine de l'auberge. Ou bien encore, on raconte que des corps auraient brûlé dans le four à pain de l'auberge. Ou même que les Martins feraient bouillir du plomb, puis forceraient ensuite leurs clients à avaler ce même plomb. On dit aussi qu'il leur arrive, je cite, de fracasser des corps d'enfants contre un mur. C'est donc, vous l'imaginez, un procès haut en couleur et sous tension. Et finalement, le 24 juin 1833, les époux Martin ainsi que leur domestique Rochette sont condamnés à mort. Et on ne traîne pas à mettre la sentence en pratique, puisque le 2 octobre 1833, les accusés sont guillotinés devant leur auberge. Ce jour-là, beaucoup de monde est venu pour assister au grand spectacle. On compte environ 20 000 personnes qui se sont rassemblées pour le Big Show, des personnes venues de toute la région et même d'ailleurs. Et une fois que les têtes sont tombées, eh bien le moment est venu de célébrer ça. Alors on se met à rire, on se met même à danser, à boire, à faire la fête quoi. Aujourd'hui encore, le souvenir de ce procès reste marquant, pour les Ardéchois notamment, et les supposés crimes des Martins ont tellement choqué la France que plusieurs années plus tard, même des décennies plus tard, ce fait divers a été retranscrit dans des livres, dans des articles, mais aussi au cinéma. Par exemple, en 1886, c'est le journaliste Paul d'Albini qui a écrit un ouvrage intitulé « Le coupe-gorge de Peyrebeil », ouvrage dans lequel il clame non pas l'innocence des Martins, non, mais plutôt leur culpabilité. Alors ce n'est qu'en 1922 qu'un avocat, Joseph Malzieu, avance lui pour la première fois l'hypothèse de l'innocence des Martins dans cette fameuse affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors les aubergistes étaient-ils coupables ou étaient-ils innocents ? Eh bien, en 1997, René Adjemian, qui est un éditeur qui est installé à Valence, publie dans un même ouvrage la version à la fois de l'avocat, Malzieu, et celle du journaliste d'Albini. Et il a même organisé un vote des lecteurs qui ont donc eu la version de la culpabilité des Martins et la version de l'innocence des Martins. Ces lecteurs qui doivent donc voter, et ils finissent par voter à 50% pour coupable et à 46% pour innocent. Le reste, 4%, ne se prononce pas.
C'est donc la culpabilité qui l'a emporté dans ce Vox Populi. Ce qui est par contre une réalité, c'est que les Martin et leurs domestiques ont été finalement condamnés sans aucune preuve. Ça c'est sûr, il n'y a jamais eu d'aveu même. Et d'ailleurs, à l'époque, la médecine légale n'en était qu'à ses balbutiements et donc on ne sait vraiment rien des réelles causes de la mort de Jean-Antoine, retrouvé donc avec son genou broyé et son crâne fracassé. Les enquêteurs n'ont pas été capables, à l'époque, de déterminer ni la date ni la cause du décès. Si bien que beaucoup disent aujourd'hui qu'il s'agit d'une affaire scandaleuse au niveau juridique, avec une justice qui avait été menée par l'opinion publique, au lieu de ne s'intéresser qu'aux faits, rien qu'aux faits. Et certains voient même dans cette affaire, plus qu'une erreur judiciaire, un complot politique. Le couple Martin aurait en fait partie du clan de royalistes. Il faut savoir qu'en Ardèche, depuis 1815, il existait des foyers de royalistes que la justice souhaitait faire arrêter. Et donc ce procès de l'Auberge Rouge aurait permis non seulement l'arrestation, mais aussi l'élimination de membres de ce clan, en l'occurrence l'élimination des Martins. Alors en ce qui concerne l'auberge, sachez qu'elle est toujours debout. Elle est même devenue au fil des années une macabre attraction touristique avec la famille Clauzon qui a repris l'affaire dans les années 50. Un hôtel de 8 chambres, une pompe à essence, une salle de restauration d'une centaine de couverts, une boutique de souvenirs avec des petits objets qui sont à la vente et puis surtout le bâtiment authentique de l'Auberge Rouge qui se visite puisque c'est désormais un musée qui est ouvert toute l'année. Et si vous faites cette visite, vous allez croiser peut-être Fétiche, le domestique Jean Rochette, qui se tient en haut de l'escalier, prêt à vous assommer. Alors, l'Auberge Rouge, fait divers sanglant ou sombre erreur judiciaire provoquée par le poids de la rumeur? Ou même, allons plus loin, est-ce que l'Auberge Rouge, cette affaire, était un complot politique? Quoi qu'il en soit, on n'en sait rien. Le mystère reste entier pour cette affaire qui continue tout de même à fasciner aujourd'hui encore. Voilà pour cette petite histoire qui faisait partie de la saga de l'été. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous, commentez-la sur les réseaux sociaux. On est sur Insta, sur Facebook. Et puis commentez également cette petite histoire sur l'appli de Spotify ou alors sur Apple Podcast ou sur Deezer, Podcast Addict ou Castbox. La saga de l'été, c'est fini. C'est vous qui étiez à la programmation de la petite histoire cet été. Et donc on refera des sagas. Mais là, dans quelques jours, on va démarrer la nouvelle saison de la petite histoire, nouvelle saison qui va démarrer donc dans quelques heures maintenant. On vous réserve une fois encore des surprises pour cette nouvelle saison, 8e saison. Allez, à très vite. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.